merci beaucoup. Donc, mon topo est en fait de vous présenter effectivement une synthèse de ce rapport qui a pas une vocation de recherche forcément très ambitieuse. C'est plutôt un état des lieux descriptif. Alors, il a été réalisé il y a 2 ans, je tiens à le dire tout de suite, parce qu'il est peut-être déjà un peu démodé, et je m'en excuse. Il a été réalisé en association donc, entre le Centre de recherche en gestion de l'École Polytechnique, Hervé Dumez, et l'École des hautes études en santé publique, Laurie Marot et moi-même, pour le compte de la Mutualité française qui souhaitait avoir un état des lieux. Donc j'ai essayé de rajouter, parce qu'en fait, comme d'autres, on travaille dans la e-santé en tant que chercheur en sciences sociales, plus particulièrement chercheur en gestion. Donc je me suis permis de rajouter quelques études qu'on est en train de faire en complément finalement du descriptif. Je voulais dire que je suis aussi ravi d'être là. D'abord, je retrouve des personnes que je n'avais pas vues depuis longtemps, avec grand plaisir. Je travaille aussi donc dans une autre commune avec le HESP, mais ça n'empêche pas de pouvoir quand même dialoguer entre chercheurs. Et puis je travaille à Gustave Roussy depuis des années, donc dans l'environnement de Paris 11. Alors, juste quelques points, je m'excuse pour ceux qui connaissent très bien le sujet, c'est des petits rappels rapides. Mais bon, quand on arrive sur ces sujets de prospective, au fond, il y a tout de suite une certaine prudence à avoir, évidemment. Il y a une formule que j'aime bien utiliser qui résume un peu tous ces rapports de prospective, c'est que le passé des analyses du futur a souvent été cruel pour ses auteurs. Quand on regarde finalement rétrospectivement tous les rapports prospectifs, la réalité s'est pas déroulée comme c'était prévu dans la majorité des cas. Donc c'est évidemment plutôt une matière de réflexion que des scénarios qu'il faut envisager. L'autre aspect, c'est que c'est un thème qui ne manque pas de position tranchée, de fantasmes, de caricatures, la mort de la mort, etc. Et donc nous, en fait, c'était un peu une partie de la commande, c'est d'essayer de comprendre ce qui pourrait devenir quand même progressivement des lames de fond, et puis de l'autre côté, l'écume. Alors je ne suis pas sûr qu'on y soit arrivé, mais en tout cas, c'est d'essayer de comprendre des tendances lourdes. Puis le troisième préliminaire, c'est on utilise en permanence le terme de disruptif ou d'innovation de rupture, d'une manière qui est devenue un peu indigeste, il faut bien le reconnaître. C'est sans doute disruptif de deux manières malgré tout, quand on regarde les choses. D'abord la vitesse, c'est un peu ce que je voulais montrer sur la fameuse loi de Moore. Quand on regarde finalement les grandes innovations comme l'électricité, le téléphone, la radio, la télé, et puis maintenant le smartphone, entre parenthèses, vous avez le nombre d'années qu'il a fallu pour qu'un quart de la population américaine l'adopte. L'électricité, c'était par exemple 46 ans, et vous pouvez continuer, et vous voyez que pour le smartphone, ça s'est fait en 2 ans. Donc il y a une vitesse de diffusion qui est quelque chose de très quand même particulier à tout ce qui est lié au numérique et à Internet. Ça, c'est le premier point. Et puis c'est disruptif au sens où c'est vrai que les impacts qu'on perçoit sont des impacts qui rompent beaucoup des repères du système de santé. C'est vrai dans la santé comme dans d'autres domaines, donc je vais y revenir. Mais évidemment, les questions assurantielles et de mutualisation du risque, les questions d'engagement et d'autonomie du patient. Donc il y a tout le système de santé qui est quand même mis potentiellement sous tension dans les perspectives. Donc c'est en cela qu'on peut dire qu'il y a quelque chose de sans doute un peu disruptif. Quelques mots-clés aussi, parce que e-santé, donc c'est le terme un peu général. Il y a beaucoup de définitions. Je crois que ce qui je pense, c'est le plus important, c'est de retenir l'idée du positionnement de la télémédecine, qui est un sous-bloc de la e-santé, qui consiste à mettre en connexion des professionnels entre eux ou des professionnels et des patients, avec toute la déclinaison du téléassistance, téléexpertise, téléconsultation. Et c'est sans doute ce bloc-là qui est le plus prédominant en fait quand on commence à parler de e-santé, notamment dans les questions de parcours. Alors, si on essaye dans le rapport, on a essayé donc de faire une synthèse finalement des impacts.
On en a repéré 3 et puis un 4e a posteriori dont je ne parlerai pas beaucoup, mais sauf si ça vous intéresse par la suite. Donc le 4e, c'est la recherche en tant que telle. C'est-à-dire que la e-santé, d'une certaine façon, va modifier beaucoup de pratiques de recherche. Je pense par exemple, dans les essais cliniques, on parle beaucoup du patient data driven data, c'est le fait que les patients remontent les données par eux-mêmes à la place des assistants de recherche clinique. Que les essais cliniques aussi, d'une certaine façon, avec la médecine prédictive, vont peut-être pas être sur le modèle traditionnel du multicentrique qui dure 2-3 ans, mais qu'on bascule de plus en plus sur des essais de précoces, avec des résultats intermédiaires, des petites tailles d'échantillons. Donc il y a une modification à tous les niveaux et que par contre l'évaluation en temps réel pourrait être alimentée par les données massives d'une manière beaucoup plus importante que ce qui est permis à l'heure actuelle. Mais les 3, si vous voulez, principaux, c'est sur l'offre de soins, sur la figure du patient et du citoyen, et puis sur le métier d'assureur de santé. Alors sur l'offre de soins, brièvement, parce que il y a d'abord la relation entre professionnels de santé. Alors je dis brièvement parce qu'il y a énormément d'applications, d'outils, et je ne vais pas vous faire un inventaire, ça serait malvenu. Dans la collaboration, alors on voit qu'il y a d'abord la collaboration entre professionnels, donc c'est cette idée de professionnels à distance qui arrivent à dialoguer et à donner de l'expertise à distance. Donc ça aide dans la coordination des expertises médicales. Donc vous l'avez en téléexpertise avec de la radiologie ou les maternités, ou à distance vous pouvez avoir des avis. Vous avez aussi dans les pratiques de soins, donc vous avez tout ce qui est quelque part la chirurgie assistée par ordinateur ou robot. Vous savez qu'une des spectaculaires démonstrations a été Maresco, qui était, je ne sais plus où il était, mais il n'était pas en France, et il opérait à distance un patient qui était en France par de la chirurgie assistée par ordinateur ou robot, pour montrer que c'était possible. L'ophtalmologie, les plaies chroniques. Alors les plaies chroniques, c'est une innovation qui marche très très bien dans le sud-est de la France, par exemple, où des infirmières spécialisées peuvent évaluer par photo l'état d'une plaie chronique dans des zones rurales désertifiées et donner un avis sur les traitements et le suivi de ces plaies qui peuvent très vite se dégrader dans des proportions importantes. Donc ça, c'est tout un bloc sur la collaboration entre professionnels. Vous avez toute la convergence des données qui, d'une certaine façon, vient revigorer tout le débat sur le dossier médical partagé, le fameux DMP, puisque on a en France, de ce point de vue-là, un équilibre où la protection juridique fait qu'on avance moins que d'autres pays. Je ne porte pas de jugement quand je dis ça, c'est qu'on est mieux protégé dans nos données comparativement aux États-Unis, par exemple. Mais de ce fait, on a moins aussi de dossiers partagés, que ce soit entre professionnels ou avec le patient. Ce qui est le dossier de santé personnelle, le patient. Et l'illustration la plus connue, c'est Blue Button, qui est un système, je crois qu'il y a 120 millions d'Américains. C'est un bouton bleu, ils appuient, ils ont accès à leur dossier patient, donc ils ont toutes leurs données, mais elle est partagée avec les médecins et aussi avec les assureurs. Donc évidemment, il y a la question de ce que l'assureur peut utiliser comme données sur cette base-là. Donc c'est tout cet aspect du dossier médical partagé. Ensuite, il y a la relation entre professionnels de santé et patients. Alors là, vous avez des services à distance, vous avez les cabines de téléconsultation. Donc ça, c'est aussi une source d'espoir importante, puisque notamment dans les zones de déserts médicaux, donc ça pourrait être une solution de substitution, c'est d'avoir des cabines de consultation avec des médecins qui sont en zone urbaine, quand c'est dans zone rurale, et qui gèrent à distance la consultation. Ça se fait dans certains pays, visiblement avec un certain succès, et ça commence en France. Vous avez tous les piluliers pour les questions d'observance. Alors vous avez il y a plein d'anecdotes, donc je vous en dis qu'une parce que je ne voudrais pas m'attarder trop sur les anecdotes, mais il y a le pilulier, donc c'est l'idée que vous avez un système de boîtier, quand vous ouvrez le couvercle, ça envoie un bip sur un central qui permet de garantir que le médicament est pris. Mais tout de suite, évidemment, vous voyez la limite, c'est pas parce que vous ouvrez le couvercle que le patient prend réellement la pilule. Et donc vous avez maintenant le pilulier super intelligent
C'est en fait des pilules qui ont une petite capsule, un petit repère infrarouge qui fait que quand ils sont ingérés au niveau de l'estomac, il y a une réaction avec le suc gastrique, je ne sais pas exactement laquelle, qui fait qu'il y a à nouveau un repère vers le central et qui garantit que c'est au niveau de l'estomac. Alors un jour quelqu'un m'a dit oui, mais vous n'êtes pas sûr que c'est la bonne personne, c'est le bon estomac. Hein. Ce qui est vrai, ça peut être le chien. Voilà. Quelqu'un m'a sorti que ça pouvait être le chien. Bon. Donc vous voyez qu'on est dans une progression où il y a plein d'histoires comme ça qui sont assez fascinantes, il faut reconnaître. Et il y a des études et des équipes de recherche qui sont là-dessus. Vous avez tous les aspects de smartphone, de capteurs, alors avec cette tendance qui est d'utiliser le corps comme un système de signalement et de rentrer de plus en plus, si je puis dire, dans le corps. Donc c'est cette idée que vous avez des nanotechnologies maintenant qui seront dans le sang ou dans les organes, beaucoup plus qu'à l'extérieur. Vous avez tous les jeux serious game, les jeux ludiques, c'est connu par exemple sur la rééducation de l'AVC. Et puis vous avez la domomédecine, donc il y a cette idée de la chambre du domicile du patient, qui est truffée de technologie, qui permet de rester à distance. Alors c'est une idée qui est très séduisante, parce qu'évidemment, avec la transition épidémiologique, les personnes âgées, cette idée que le patient reste le plus longtemps possible à son domicile et qu'il soit suivi à distance, c'est quelque chose qui intuitivement paraît très, très intéressant. Ce n'est pas forcément toujours au point dans les démarches, mais il y a des démarches en France qui existent, notamment dans le contexte de la mutualité. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que la chambre d'hôpital de demain sera peut-être la chambre du domicile du patient. Et puis vous avez des accompagnements du patient dans son parcours, donc vous avez des portails internet et des infirmières virtuelles. Alors par exemple à Gustave, c'est ce qu'on teste actuellement. On a 2 portails internet entre Gustave Roussy et les patients, et entre Gustave Roussy et les acteurs de l'offre de soins primaires, le pharmacien de ville, le médecin référent de ville et l'infirmière libérale. Et on essaye d'échanger comme ça à distance et on évalue la valeur ajoutée. Alors on a des infirmières de coordination, mais vous avez des systèmes où l'infirmière de coordination est remplacée par des infirmières virtuelles en fait. Donc c'est le modèle TAVI au Canada, où c'est un algorithme en fait qui vous répond avec une voix. C'est un peu comme le film Air. Je ne sais pas si vous avez vu ce film avec la voix de Scarlett Johansson. Donc c'est un peu dans cet état d'esprit. Alors, si je vous dis tout ça, c'est que la première convergence qu'on voit, finalement, c'est que tous ces outils, dans ces suivis à distance, participent quand même d'une tendance assez lourde, c'est d'essayer d'intégrer les offres de soins, c'est-à-dire entre les hôpitaux, qui soient d'aigus, de soins de réadaptation, de santé mentale, l'offre de soins primaires, donc les médecins de ville, les maisons de santé pluridisciplinaires, les pharmaciens de ville et le domicile du patient. Il y a cette idée qu'il y a une intégration qui se crée par ces biais de coordination. Et puis il y a une liberté, évidemment, de la part du patient dans son accès une augmentation de sa capacité à accéder à tout moment au système et une liberté de l'endroit où il se pose la question. Et la référence qui est peut-être une des plus abouties, c'est Kaiser Permanente aux États-Unis, qui est un système d'offres de soins et d'assurance et qui a cette application où un patient qui est assuré Kaiser, en fait, a maintenant la possibilité d'avoir, ça ne se voit pas très bien, mais accès à son dossier, le centre pharmaceutique, le Pharmacy Center, un centre de rendez-vous pour prendre rendez-vous quand il le souhaite avec les médecins et avec des éléments, c'est le médecin le plus proche du lieu où il se situe, un centre pour sa messagerie. Bref, il a tout le système, si vous voulez, quelque part accessible, que ce soit pharmacie, que ce soit médecin, que ce soit hôpitaux, quel que soit son lieu. Et il y a cette idée, donc, il peut à tout moment jouer là-dessus. Alors, si je vous dis ça, c'est qu'on voit bien dans la problématique que rencontrent tous les pays, les systèmes de soins, et notamment la France, ça œuvre dans la direction du parcours personnalisé et coordonné de soins, de santé. C'est-à-dire cette idée que le patient va être dans une coordination plus affirmée entre son temps hospitalier, sa rencontre avec les médecins généralistes, son domicile et d'autres acteurs. Tout de suite, ça va de soi que la technologie en elle-même n'a pas vocation à être la seule réponse,
Elle doit se concevoir en interaction avec d'autres dimensions. Donc là, on travaille comme d'autres là-dessus. C'est à la fois des modes d'organisation, c'est l'alliance entre la technologie, comme par exemple les portails Internet ou les applis, et les infirmières de coordination. Le self-management, c'est l'engagement du patient, c'est le fait que le patient soit aussi en appétence par rapport à ces sujets. Et puis les modes de paiement, c'est-à-dire qu'on est dans des systèmes avec des paiements en silo, T2A, paiement à l'acte, pour dire les choses rapidement. Si on n'a pas une incitation financière à faire plus coopératif et que vous installez le dispositif de coopération là-dedans technologique, c'est antagoniste et c'est le débat qu'on vit en France, par exemple, avec la télémédecine à l'heure actuelle, qui n'est pas encore, enfin, qui commence à être rémunérée par un article qui vient de sortir. Je voudrais insister sur une deuxième tendance, alors qui nous est très chère en termes de gestion, c'est que ça personnalise aussi, ça peut personnaliser beaucoup le parcours, c'est-à-dire faire du sur-mesure pour chaque patient sur des critères de soins, des critères sociaux aussi. Quelqu'un qui est en isolement social, ce n'est pas du tout la même prise en charge à pathologie constante donnée que quelqu'un qui a un entourage familial. Et puis sur une somme de critères de service qui émergent de plus en plus dans le domaine de la santé, c'est-à-dire le rapport à la religion, des habitudes alimentaires, des questions de préférence par rapport à sa vie professionnelle et de délai de rendez-vous, des questions d'information, des questions d'appétence à Internet. Alors ça nous intéresse, je n'irai pas plus loin, mais on fait le parallèle, on fait pas mal de travaux à l'heure actuelle avec le concept de mass customization, qui est un concept de gestion assez en fait, connu, et on part de l'idée que d'une certaine façon, la santé est en train un peu de découvrir ça, peut-être avec retard. Le deuxième, c'est le patient et le citoyen. Alors ce qu'on ressent, c'est qu'il y a une autonomie renforcée. Il y a une information grand public, alors il y a des sites personnels, des blogs, beaucoup de blogs qui sont mis en place, des sites communautaires, à commencer par Doctissimo, des médias sociaux, évidemment, tout ce qui est Facebook, Twitter, les forums de production collective d'information et le Data Driven Patient dont je vous parlais. Donc tout ça, c'est un système qui monte avec une vitesse aussi très importante dans des échanges entre patients et d'une certaine façon, plus ou moins indépendamment des professionnels. Plus ou moins, c'est-à-dire qu'il y a des fois où il y a le professionnel de santé qui est impliqué, mais il y a des fois où c'est des échanges entre patients, enfin totalement revendiqués comme étant hors système. Vous avez aussi des outils self-quantify, donc c'est tout ce qui permet les automesures, à commencer par tous les systèmes de montres. Et donc on arrive aussi à un troisième phénomène qui est la fameuse médecine prédictive, qui permet d'avoir des actes de prévention et lance les tests génétiques. Et l'ensemble fait que le patient, évidemment, gagne en autonomie sur toutes les étapes. Alors, je vous ai mis Angelina Jolie parce qu'il y a eu c'est évidemment très, très médiatisé, mais c'est intéressant de reprendre l'histoire d'Angelina Jolie parce qu'elle était donc, par ses deux branches familiales, à haut risque de mutation pour le cancer du sein. Et elle a fait le test prédictif qui lui a confirmé qu'elle était à haut risque sur les deux, donc c'était la mutation BRCA1 et 2. Donc elle avait, selon ces tests, une très forte chance de développer un cancer du sein et aussi des cancers de l'ovaire. La deuxième chose, c'est qu'elle a choisi ensuite, dans les mesures préventives, elle avait un choix entre plusieurs mesures préventives, mais elle a choisi par elle-même, c'est comme ça qu'elle raconte l'histoire, la mastectomie totale, ce qui est un choix enfin, qui lui est personnel. Et la troisième chose, elle a écrit dans New York Times, je crois, en 2012, en expliquant toute son histoire et en expliquant la justification de son récit, en disant je veux montrer par ce biais qu'on peut prendre en charge par soi-même ses problèmes de santé, ou certains, et j'espère que des femmes de conditions similaires s'en inspireront. Et il y a eu l'Angelina Effect, c'est-à-dire que dans les 6 mois après la parution de l'article, il y a eu énormément de femmes de conditions similaires qui ont fait le même test génétique sur ces questions de risque de mutation génétique. Donc deuxième élément, après l'offre de soins intégrée, c'est cette autonomie renforcée du patient et toute cette notion de l'engagement du patient. Alors vous avez une littérature là-dessus qui peut être très très radicale en disant que le patient d'une certaine façon va plus avoir besoin du système de soins. Il y a notamment un auteur qui est très connu aux États-Unis qui s'appelle Eric Topol, qui a écrit 2 livres successifs qui ont fait beaucoup de bruit, qui a écrit dans toute la littérature nord-américaine, et qui explique que le diagnostic peut être, dans certaines conditions cliniques, peut être assuré par le patient, la surveillance aussi, il peut y avoir l'autoprescription,
Et seule la médiation du traitement peut se faire par le médecin. Mais donc il y a une autonomie qui, sur les 3 phases de diagnostic, surveillance et traitement, d'une certaine façon, pourrait être garantie. Ça pose évidemment de nombreuses questions sur ce que ça peut représenter. Mais ça renvoie à cette notion d'engagement du patient et de démocratie sanitaire, je vais y revenir dans quelques secondes. Troisième axe, troisième impact, le métier d'assureur santé. Au fond, avec la médecine prédictive, puisqu'on a cette équation assez simple sur le papier, parce que c'est beaucoup plus compliqué en pratique, et mes collègues oncologues de Gustave Roussy sont très réservés, par exemple, sur l'interprétation qu'on peut faire d'un test prédictif indépendamment du contexte clinique et social dans lequel se situe le patient. Mais on va quand même vers cette tendance de mieux connaître le risque encouru par chacun en amont de la survenue de la maladie. Et puis on a aussi une meilleure connaissance des comportements face au risque, avec notamment les montres ou d'autres applis qui permettent de savoir si une personne qui a un risque cardiovasculaire va vraiment faire l'effort de la marche, des habitudes alimentaires, etc. Alors si on réunit tout, ça montre que d'une certaine façon, l'assureur, d'abord, au-delà de son métier traditionnel de réparateur de la pathologie, va sans doute aussi, et c'est ce qui se passe d'ailleurs, développer des actions de prévention. C'est-à-dire en amont, donc il y a des compagnies d'assurance, AXA par exemple, proposer à ses assurés qui portent la montre Withing en contrepartie d'une baisse de leur contrat d'assurance pour savoir comment on pouvait traiter finalement toutes ces données. Vous pouvez avoir des analyses de data mining. Alors il y a des sujets très choquants. Aux États-Unis, par exemple, il y a une compagnie d'assurance qui, je ne sais pas comment elle a fait, mais qui a enregistré pendant 1 an toutes les consommations par carte bancaire de ses assurés pour ce qui est de l'alcool et du tabac. Et donc, quand il y a le renouvellement du contrat d'assurance, vous arrivez, bonjour Monsieur Mainviel, comment ça va? Ça va très bien. Comment ça s'est passé cette année? Très bien. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool? Non, pas du tout. Et là, paf, non, c'est pas vrai, vous consommez, je m'arrêterai là, bien sûr. Et donc, vous voyez que c'est un usage totalement violent et excessif par rapport au comportement de la personne. Donc, on voit bien que c'est une prévention personnalisée qui pourrait se développer en complément de la gestion de la réparation, soit en direct, soit par le biais des employeurs aussi, c'est-à-dire qu'il y a toute la question du rapport aux employeurs qui peut être très en jeu par les compagnies d'assurance dans tout ce qui est les questions de santé au travail sur le site. Et puis évidemment, il y a les 2 fameuses questions, qui n'est pas propre d'ailleurs à l'assurance, c'est qu'avec la e-santé, on voit bien en termes de management, il y a des jeux de reconfiguration des entreprises qui est très très fort et d'une manière assez inattendue. C'est-à-dire qu'il peut y avoir les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook et Apple, qui s'amusent, s'amusent pas du tout, mais qui se mettent en relation avec des structures hospitalières, par exemple, ou des entreprises sur ces sujets-là. L'autre chose qui est la grande question, c'est évidemment le maintien de la solidarité collective, c'est-à-dire que s'il y a l'exclusion de certains... Comment ? L'exclusion du marché de certains... Alors voilà, et puis il y a évidemment cette question que si vous connaissez le risque encouru par chacun, c'est quand même la base de l'assurance, c'est-à-dire d'avoir un aléa du risque et de le mutualiser. Donc forcément, moi j'ai tendance à dire, pour moi c'est trop tard d'une certaine façon, mais mes enfants qui ont 15-20 ans, pour vous donner d'une manière très, très, très caricaturale, si mon fils avait un risque de 15% de développer un cancer du côlon à l'âge de 50 ans et que son meilleur copain a un risque de 80% de développer le cancer du côlon à 50 ans, jusqu'où mon fils va payer pour son copain dans un système comme la sécurité sociale, qui est un système de mutualisation du risque. Bon, j'espère qu'il le fera évidemment, mais on est bien dans des sujets de cette nature. Alors, je voulais terminer, oui, il est déjà 23 minutes, mais vous me présentez quelques éléments, parce qu'au fond, tout ça, c'est un
grand état avec 3 impacts qu'on a essayé de définir, mais on voit bien que dans les questions de mise en œuvre, dans le déroulé, c'est très compliqué, ça n'existe plus. J'ai vérifié. Non, ça a vraiment existé. Mais c'est maintenant, malheureusement, si je puis dire, enfin heureusement, non, plutôt. Mais ça n'existe plus. Bon. Alors vous avez quelques exemples. Bon, vous avez d'abord le fait que je vous disais que c'est une vitesse accélérée. C'est des innovations qu'on aurait plutôt tendance à appeler organisationnelles plutôt que cliniques, le numérique. Si on prend par exemple le fait que ça améliore la coordination, il y a une vraie question qui est de savoir tous ces travaux en management sur le cycle d'une innovation. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a souvent 3 cycles. L'illusion de départ, donc on monte en haut, une désillusion aussi forte, et puis après une maturation secondaire progressive. Ça peut être une manière d'étudier, si vous voulez, l'outil, la diffusion de l'outil qui est assez intéressante et qui renvoie des travaux en management assez classiques. Après, vous avez une multitude de défis, j'ai appelé techniques et socio-économiques, qui peuvent être des sujets de recherche aussi. C'est-à-dire, bon, vous avez les questions d'interopérabilité, le cloud, toutes ces questions pour savoir comment on résout ça. Vous avez évidemment la grande question de la sécurité des données, les lois, les usages, et puis les notions de piratage. Je dis lois et usages parce que c'est dans le rapport, le sentiment qui est donné par les gens qui sont dans les pays où ça a été un peu plus avancé, c'est qu'une loi, une réglementation ne suffira pas de toute manière à cadrer des usages excessifs qui pourraient exister de la part de l'emploi d'éthique, comme ce que je vous racontais par exemple de la part de l'assureur nord-américain, et que ça serait peut-être plutôt des questions de labellisation des usages et d'accréditation qui seraient une des voies à développer. Bon. Vous avez après les barrières organisationnelles, alors c'est de dire que l'outil n'est pas en soi-même un remède miracle, mais qui se conçoit dans un mode d'organisation. Donc quand je dis organisation, c'est avec des professionnels qui travaillent déjà ensemble et qui ont des modes d'organisation du travail déjà arrêtés. Et la technologie vient bousculer ces modes d'organisation du travail existants. Et d'une certaine façon, si on n'anticipe pas ça, il peut y avoir beaucoup de naïveté sur le fait de considérer qu'on va y arriver. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a énormément, par exemple, de start-up où les gens vendent des applis ou des smartphones, mais je trouve avec une grande naïveté parce qu'ils oublient la question de l'ancrage dans un système socio-professionnel. Vous faites une appli, par exemple, il y a quelques jours, des gens très bien, mais qui font une appli sur l'ophtalmo, mais qui n'ont jamais vu la société, enfin une représentation des ophtalmos, quoi. Donc qui ne pensent pas au contexte organisationnel dans lequel ils vont l'ancrer, de savoir si les médecins spécialistes et les médecins généralistes se parlent entre eux, etc. Bon, toutes ces questions redoutables. Donc là, il y a certainement une grande naïveté, et de replacer dans un mode organisationnel est important. Le comportement du patient, il y a cette idée de la... contrairement à un discours un peu volontariste qui est de dire que tous les patients ont de l'appétence pour l'usage de ces Internet et de ces applis, ce n'est pas si vrai dans les travaux en sciences sociales. Vous avez souvent, en fait, ça a été montré dans beaucoup de cas, nous on l'avait fait dans le cas du VIH, vous avez souvent, et Madeleine Acriche en a fait beaucoup, sociologue de l'école des mines aussi, surtout elle, vous avez des gens qui sont très en appétence et en demande de l'emploi de ces outils et qui rentrent dans tout le discours de l'engagement du patient. Puis vous avez des patients qui n'ont pas du tout envie de ça, qui restent soit en regard, soit qui adorent, qui cautionnent le modèle, si je puis dire, traditionnel paternaliste de pilotage automatique. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas du tout avoir d'informations sur leur maladie. Donc il y a une question aussi de comprendre ces comportements. Vous avez la résistance professionnelle potentielle des professionnels de santé. Bon, il y a tout le débat sur la substitution de l'homme par la machine, qui est sans doute très discutable dans des métiers avec beaucoup d'expertise, comme les métiers médicaux, peut-être beaucoup plus avéré dans des métiers moins qualifiés, où probablement la substitution est possible. Et on voit que dans les mouvements sur l'intelligence artificielle, c'est plutôt des aides à la décision de l'expertise professionnelle qui se mettent en place qu'une substitution par un algorithme qui serait implacable et qui changerait la vie humaine. Mais enfin, il peut y avoir, et puis vous pouvez avoir aussi une résistance sur le fait que les patients étant plus éclairés avec de l'information via les médias sociaux, et ça commence à se voir dans les pratiques, les consultations et autres, arrivent avec un avis sur le sujet. Donc ça peut
agresser quelque part l'expertise médicale habituelle. Ça peut aussi agacer si ce que dit le patient n'est pas si avéré ou sur des données qui sont peu fiables. Donc vous avez tous ces phénomènes qui peuvent poser la question aussi de la résistance. Donc il y a vraiment une question de construction de la relation professionnel-patient. Vous avez, dans l'analyse des usages, alors quelques points. Au fond, on nous vend l'idée que l'information va être plus partagée, notamment à distance, et que ça va améliorer la coordination entre professionnels ou entre professionnels et patients. Ce n'est pas si avéré, parce qu'en fait, ça peut révéler aussi les tensions qui existent entre des métiers. On a par exemple une de nos doctorantes qui a montré aux États-Unis que le dossier informatisé, et c'est un travail parmi de nombreux, en fait, ne conduit pas à plus de coordination. C'est-à-dire que ça révèle des tensions, par exemple, dans les relations médecin-infirmière. Il y a une expérience, un cas tragique. L'un des premiers patients atteints d'Ebola est arrivé dans un hôpital à Houston. L'infirmière en réa l'a accueilli, a rentré dans le dossier informatique 41 de fièvre venant du Libéria. Le patient est allé donc dans sa chambre, était dans sa chambre, pardon. Elle n'a pas pensé à en parler au médecin, présupposant que le médecin lirait l'information sur le dossier, ce qu'il n'a pas du tout fait, puisque beaucoup de médecins en fait ne lisent pas les informations qui viennent des infirmières. Et elle l'a croisé 3 fois dans l'après-midi. Elle n'a pas pensé à lui taper sur l'épaule en disant « Tu sais, il y a quelqu'un dans la chambre 3, là, il vient du Libéria 41, c'est peut-être Ebola ». Il a eu le temps d'infecter quand même le service de réa avant que le médecin, que l'information soit partagée. Alors, il y a eu un retour d'expérience sur ce sujet. On a un peu critiqué l'infirmière de ne pas avoir transmis l'information par oral, mais on a quand même pointé la faiblesse, la valeur ajoutée, la surévaluation qu'on donne à l'information partagée par l'outil et par le dossier informatisé par rapport au mode de coordination. Donc ça, il y a un vrai sujet sur, finalement, ça révèle, et c'est, je pense, très important dans la santé, parce que c'est un secteur qui est très structuré par des questions de statut différents, par des jeux professionnels. Le deuxième point, c'est l'invasion bureaucratique et l'infobésité. Alors, c'est l'idée qu'on nous vend aussi le fait que, avec tout ça, on va avoir une vie plus facile, parce que plus d'informations, on va être plus éclairé. Mais il y a un côté un peu sombre qui commence à apparaître dans pas mal de travaux, c'est de dire que c'est aussi une forme de bureaucratie moderne. C'est-à-dire qu'on est en train, par le biais d'Internet, et d'une certaine façon, je pense que vous le vivez, nous le vivons tous avec les emails, on se retrouve dans des situations de plus en plus courantes où on a des règles imposées par l'email, qui sont présupposées partagées, et en nombre beaucoup plus important que ce qui existait auparavant. Donc il y a une sorte d'invasion bureaucratique qui est en train de s'installer. Et il y a aussi une infobésité au sens où il y a une quantité d'informations énorme maintenant qui circulent et que ça suppose des systèmes de tri. Alors à titre individuel, c'est l'infobésité, je prends de la part j'ai shippé un neurologue très connu qui essaye d'expliquer justement le fait qu'on a maintenant, on vit dans des sociétés où on a beaucoup d'informations à traiter, donc c'est le cerveau. Et sinon, si vous voulez, dans les systèmes coordonnés, on voit qu'il faut aussi avoir des systèmes de tri d'informations à certains endroits. Par exemple, mettre en lien des patients et des médecins directement spécialistes, c'est sans doute délicat parce que, et des expériences ont montré, les patients envoient énormément d'informations, toutes ne relèvent pas d'une expertise médicale et les médecins sont très vite asphyxiés dans la relation. Donc ça, on a aussi travaillé sur ces aspects. Collectif de travail, ubérisation de la médecine, échange à distance et risque de démantèlement. Oui, alors ça, c'est peut-être un peu une piste, c'est cette idée que, au fond, on est sur une vision en organisation du travail des équipes stables et homogènes, surtout dans des activités à risque comme la santé. Mais c'est sans doute en train de se démanteler avec plusieurs facteurs. Et le numérique y participe d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'avec le numérique, il y a maintenant des modes d'échange et d'organisation à distance entre des gens qui se connaissent de moins en moins bien. C'est-à-dire qu'un médecin spécialiste peut appeler un médecin généraliste ou être en lien par le biais du numérique sans lendemain, c'est-à-dire sans avoir de connaissances de travail en commun. Et l'ubérisation aussi, on commence à avoir des plateformes qui offrent un service sur un acte précis, comme l'ophtalmo, le changement des lunettes, un peu sur
j'exagère, mais un peu sur le principe de Midas ou des changements de pneus, on peut se poser la question de savoir si tous ces systèmes ne démantèlent pas un peu les collectifs de travail. Alors, c'est un thème qui est abordé dans pas mal de secteurs. La santé a sans doute pour lui le fait que malgré tout, on est dans des secteurs où la présence physique est assez indispensable à certains endroits. C'est-à-dire que le médecin et le patient, il faut bien qu'ils se voient, et l'infirmière aussi. Mais on a ce sujet qui est certainement important. Le rôle de l'action publique, c'est l'idée que comme on est avec le numérique, beaucoup sur du transversal, de l'horizontal, de la coordination entre acteurs, des actions publiques descendantes sont sans doute très contre-productives. Et en même temps, le tout local ne marche pas s'il n'y a pas une aide de l'action publique en centrale. Donc il y a une sorte d'alignement à trouver là-dessus. On a proposé un modèle de l'État accompagnateur. Bon, je vois que je vais... Il est 33 minutes, il va falloir que je m'arrête. Donc j'en ai encore 2-3, je crois. Sur l'engagement du patient, on a publié dans... Alors je vous ai montré à chaque fois, parce qu'on essaie de publier comme tout le monde, donc comment on publie. Donc là, c'est dans stratégie, information et management. Donc on a essayé de montrer là avec Hervé dans un travail sur la manière dont la e-santé en fait permet de performer la notion de démocratie sanitaire. La démocratie sanitaire à l'heure actuelle est terriblement placée sur le parcours du patient et l'engagement du patient à ce niveau-là. Et d'une certaine façon, la e-santé vient croiser cette demande et vient la soutenir par rapport à ce que je vous ai évoqué précédemment. Après, ce n'est pas si simple. Selon le comportement du patient, donc on voit qu'il y a des patients qui sont dans le statu quo, le cas 3, donc ils ne vont pas bouger du tout et qui vont rester, quelle que soit l'importance d'Internet. Vous avez une relation qui est le cas 2, qui est idéal, qui est le fait qu'ils vont beaucoup participer à des systèmes co-construits avec les professionnels par de la télémédecine, puis en même temps ils vont s'inspirer de ce qu'ils voient sur Internet avec une expertise supplémentaire éclairée, et si les deux se combinent d'une manière positive, ça donne une relation qui est certainement nettement améliorée par rapport à ce qui existe. Voilà. Bon, il y a d'autres exemples. Des questions évidemment d'inégalité sur les risques de discrimination génétique. Alors, le fameux risque d'inégalité lié à l'emploi Internet, nous, on a montré sur le plateau de consultation de Gustave Roussy sur 1000 patients, donc un cohorte représentatif des patients qui viennent à Gustave, que la fracture digitale, c'est-à-dire le recours à l'emploi d'Internet est maintenant partagé, toute population confondue. L'âge et la CSP jouant un tout petit peu, mais très très modérément. Par contre, ce qui semble apparaître, c'est que l'inégalité se joue dans un cumul de défaveurs. C'est-à-dire, ce n'est pas l'accès à Internet qui est la bonne variable, c'est le fait de l'utiliser à pleine mesure. Et quand vous êtes, alors dans ce cas-là, sur des zones rurales, en isolement social, éventuellement CSP-, ça joue certainement sur ces formes d'inégalité. Et puis il y a la couverture assurantielle, ce que je vous évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que si nous ne sommes pas tous égaux devant le risque, l'assurance n'est peut-être pas la même pour tout le monde. Voilà, le dernier point, je voudrais insister, c'est l'évaluation, la recherche évaluative en tant que telle. On est dans un débat, c'est ce qui est apparu dans le rapport, alors peut-être que ça a changé, mais il y a énormément d'annonces, tant sur le plan du gain économique que sur le plan de la qualité de la sécurité, mais il y a assez peu d'évidence quand on regarde la littérature qui démontre ces aspects-là. Par exemple, l'argument qu'on entend tout le temps de la réduction des venues hospitalières par des systèmes de suivi à distance, quand on regarde la littérature, on ne le voit pas tant que ça, et en plus on voit d'autres phénomènes, c'est-à-dire des gens qui finalement, quand ils sont à distance mais qu'on les sollicite régulièrement, produisent plus de demandes de soins que la situation initiale. Donc il y a un besoin d'évaluation très très fort, et puis ça pose aussi les questions de méthode de recherche dans ce domaine. C'est-à-dire que ce n'est pas de la recherche clinique au sens habituel du terme, ce n'est pas le randomisé contrôlé. Alors ça pose la question des méthodes, le positionnement du randomisé contrôlé dedans, qui est sans doute utile mais pas suffisant. C'est des phénomènes de comportement, hein. Donc pour vous donner, il y a plein de biais. Quand vous avez un groupe intervention et un groupe contrôle, et que vous jugez du changement de comportement, de la sensibilité à la coordination, les professionnels en règle générale changent dans les deux groupes. C'est-à-dire, ils sont sensibles aussi dans le groupe contrôle. Alors vous me direz qu'il y a des méthodes de cluster, mais je parle sous le contrôle de grands spécialistes, je ne suis pas sûr que ça maîtrise tous ces biais. Donc il y a le besoin aussi de trouver ces fameuses mixités de méthodes avec de l'analyse qualitative ou d'autres méthodes quantitatives que le randomisé. Je pense que c'est un vrai sujet. Pour terminer,
Une évolution du système de santé. Alors, ce n'est pas tout à fait la recherche, mais il y a en permanence, finalement, un travail de prospective qui est très passionnant, d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce que voudrait dire le système de santé de demain? On ne peut pas s'empêcher d'essayer d'avoir un scénario. On sent bien qu'il y a une prévention qui va être très développée, enfin, qui est favorisée par la santé numérique, une personnalisation des soins, comme je vous le disais, une offre de soins curatifs beaucoup plus intégrée, c'est ce que je vous disais au début, l'importance du domicile, des hôpitaux high-tech, donc on sent qu'il va y avoir des hôpitaux qui vont rester, il y a la réa, évidemment, ce n'est pas encore digitalisé. Il y a des spécialités, par contre, qui risquent d'être externalisées. Alors, des hôpitaux avec, donc, sans doute moins de spécialités à l'intérieur. Des data centers, si on suit la logique des suivis à distance, dans des énormes data centers au sein des hôpitaux. Alors, ce que je vous dis n'est pas une virtuelle, hein, il y a déjà... En Suède, par exemple, ils ont réorganisé Comment? les systèmes... En Suède. En Suède. Ils ont réorganisé les systèmes de santé tenant compte de... Comme ça, de cette manière. Et nous, on a vu le système de Abu Dhabi et de Séoul, là, vendu par Samsung, des hôpitaux qui ont été construits, où effectivement, maintenant, c'est des énormes data centers. Par contre, il y a toujours autant de spécialités que dans un hôpital normal. Bon. Ça pose la question du nombre des hôpitaux, et sans doute, s'il y a une tranche d'hôpitaux fragiles, c'est les hôpitaux locaux plutôt. C'est ceux-là, dans une polyvalence, qui peuvent être beaucoup plus questionnés. Et puis les médecins, même chose, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une substitution de certaines actions médicales par le numérique. Ce que je vous dis est pas... ça a été réfléchi, par exemple, par les conseillers d'Obama qui ont écrit dessus publiquement, en se disant que dans les projections démographiques, d'une certaine façon, la variable substitution par le numérique mériterait d'être prise en compte beaucoup plus que ce qu'il est à l'heure actuelle. Voilà. Une couverture assurantielle. Par exemple, je voulais dire sur les médecins, par exemple, le diabète, on sent que c'est une pathologie qui peut être de plus en plus autogérée par les patients, et donc tous les spécialistes dans ces cas-là sont un peu challengés. La couverture assurantielle du service personnalisé à la réparation. Alors, pour l'assurance, on voit bien, si on part de cette idée, c'est que d'une certaine façon, c'est un parcours de vie, c'est-à-dire que l'enjeu pour les assureurs, c'est de commencer à 10-15 ans à fidéliser le client, si je puis dire, jusqu'à 90 ans, et de l'accompagner en prévention et lors de la survenue de la maladie. Il y a la question de l'efficience sur le curatif, un allongement de la vie, donc c'est la grande idée, vous savez, de certains et du transhumanisme. Une question économique presque comme corollaire, c'est que si on arrive tous jusqu'à 100 ans à peu près en bonne santé, qu'on s'écroule tous en 6 mois, le coût des 6 derniers mois de la vie sera quand même compliqué à gérer. Et puis des questions de démocratie sanitaire. Voilà, je termine, parce que je vois que je suis un tout petit peu long. Donc il y a Topol qui est cette vision progressive de la destruction créative de la médecine. Et puis Montesquieu, c'est Hervé Dumès qui est un normalien émérite qui a trouvé cette formule, qu'il a retrouvée dans le mélange des écrits inédits de Montesquieu 1722, que je vous laisse lire, qui montre qu'évidemment tout ce que je vous ai dit n'a qu'une portée très relative. Excellent. Maintenant, on peut ouvrir le débat. Beaucoup d'idées, beaucoup de suggestions. Je veux bien rebondir juste pour lancer le débat sur une des questions que j'ai soulevées pendant tout. Nous, on se pose aussi, c'est la question de l'individualisation, de la prise en compte de chaque patient par ces outils. Parce qu'on voit bien qu'il y a des médecins qui ont des connaissances très pointues sur des domaines, mais qui ont des connaissances qui semblent génériques sur des pathologies ou des spécialités. Et avec ces données-là, comme on peut rentrer vraiment dans des approches presque individualisées, chacun mange des choses différentes, réagit, n'a pas le même taux de cholestérol, etc. On sent bien qu'il y a des dispositifs qui vont être capables de produire des données extrêmement individualisées. Est-ce que dans la réflexion sur ces hôpitaux de demain, on tient compte de la difficulté pour les médecins en tant qu'acteurs du système
Ça dépend de quelle personnalisation on parle, parce qu'en fait, quand on commence à rentrer dans le sujet, évidemment, il y a déjà une personnalisation clinique malgré tout. C'est-à-dire le colloque singulier, elle existe naturellement, et elle a été renforcée avec la médecine personnalisée ces dernières années sous l'angle de la génomique. Donc il y a une vision professionnelle de la personnalisation qui est très affirmée sur le plan clinique. Après, elle apparaît sur deux autres plans à l'heure actuelle. Sur le plan social, au sens par exemple PAERPA, le dispositif des personnes âgées, dans ces dispositifs de suivi à domicile, vous avez trois catégories de suivi. C'est-à-dire vous avez un suivi standard pour qui représente 80% des patients, 15% quand vous commencez à repérer des systèmes de vulnérabilité qui fait que vous êtes un peu plus rapproché dans le suivi, et puis 5% où ça va très mal, et là vous avez un dispositif beaucoup plus important. Donc là c'est sur des aspects sociaux, cliniques et sociaux. Vous avez aux États-Unis toute la littérature, et pas que la littérature, les initiatives maintenant du complex care management. Et le complexe, en fait, est souvent financier. C'est-à-dire que c'est les patients les plus coûteux dans les maladies chroniques, dans les parcours, qui font l'objet d'une attention particulière. Bon, ça, c'est pour planter le décor. Donc, en fait, il y a des logiques au nom de la personnalisation assez différentes. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la logique du service. C'est-à-dire tout ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, les demandes d'information, d'orientation, de prise de rendez-vous, d'habitudes culturelles ou religieuses, d'habitudes alimentaires, qui montent, de médecine parallèle, qui montent énormément, qui sont mises sous les soins de support, mais on ne pense pas vraiment si formalisé que ça, et qui renvoient à une forme de personnalisation du service qui est assez différente d'une certaine façon, et qui là est plutôt, si je puis dire, du côté patient que du côté professionnel. Après, la question, c'est de savoir, pour répondre à ta question, comment ça se combine. Si on regarde ce qui se passe dans d'autres secteurs, où il y a moins d'expertise peut-être professionnelle, mais il y a des combinaisons qui sont réfléchies par les bases de données, c'est-à-dire qu'on voit des profils, donc on pourrait voir un profil de patient, on fait un découpage évidemment par clinique. J'ai une petite réserve par rapport au découpage d'organes, parce que vous savez que la médecine de précision, quelque part, remet aussi par cette taxonomie en cause la distinction cancer, rein, qu'est-ce que je dis ? Par organe, pardon. Rein, sein, c'est presque plus les mutations qui apparaissent comme l'unité d'analyse. Mais indépendamment de ça, c'est d'essayer de trouver des profils qui existeraient et qui permettraient de mixer toutes ces combinaisons et qui permettraient d'avoir des réponses organisationnelles beaucoup plus appropriées aux demandes des patients. Et vous savez comment que les patients demandent beaucoup sur le fait qu'on soit plus attentif à tous ces aspects de précision. Emmanuel, c'est d'abord, merci de votre brillant exposé. J'ai rarement vu un exposé sur ces sujets aussi clair. Vous avez vraiment structuré. Cela étant, je trouve qu'il faut qu'on soit dans notre axe attentif aux formulations, d'un point de vue quasiment épistémologique, parce que quand Sandra elle parle de médecine personnalisée, jamais la médecine a été aussi dépersonnalisée que dans la médecine stratifiée, profilée, c'est-à-dire les termes qui sont employés sont des termes quelquefois abusifs. Et la manière, quand vous nous parlez de démocratie sanitaire, la vraie question, c'est pas parce qu'on a déjà parlé de démocratie sanitaire, c'est la question de démocratie en santé. Mais juste... C'est vrai, vous avez raison, excusez-moi. Oui, non, mais peu importe, mais c'est pas que des éléments, j'allais dire, sémantiques, comme ça, pour faire plaisir. Donc, parler de démocratie en santé... Démocratie sanitaire et en santé, je sais que vous êtes très impliqué, beaucoup. Non, c'est pas du tout, c'est juste cette distinction. D'accord. J'avais juste deux questions à vous poser, sans faire de la science-fiction. Donc, la partie positive, vous l'avez évoqué avec les gestionnaires de cas, il y a de nouveaux métiers qui vont apparaître, et probablement que le médecin sera de plus en plus un conseiller, si on veut. C'est-à-dire, il aura cette fonction, j'allais dire, dans la proximité. Mais la question que je me pose par rapport à tout ce que vous avez dit, est-ce qu'on ne va vraiment pas vers une rupture dans ce qu'était notre représentation de la médecine, également de la santé, vous l'avez très très bien dit, notre relation à nous-mêmes, notre relation au corps, notre relation à la vie, à l'existence, avec énormément de subtilité sur la qualité de la vie digne d'être vécue. Il y a tout un ensemble d'éléments qui apparaissent. Est-ce que ce dont vous nous parlez aujourd'hui, avec cette numérisation de la santé, avec également, vous l'avez évoqué, pour moi en e-santé, les 6M experts, par exemple Dr Weston, c'est-à-dire le fait que le médecin n'ait plus besoin ou n'ait plus la capacité d'intégrer autant de données et que pour avoir des décisions totalement fiables,
sans avoir à mettre en œuvre un raisonnement, mais uniquement être intercesseur entre, d'une certaine manière, cette connaissance algorithmique et puis la personne. Voilà. Est-ce que c'est pas ça, d'une part, qui va évoluer, c'est-à-dire une nouvelle pratique de la médecine? J'observe juste que sur le terrain, puisque vous parlez de l'hôpital high-tech, dans toute cette médecine qui se numérise, ce ne sont plus les médecins qui sont véritablement les partenaires, mais ce sont des biostatisticiens qui n'ont rien à voir avec la médecine, c'est-à-dire c'est des nouveaux métiers qui apparaissent. Puis un dernier point, mais tout ça pour dire que dans le cadre LACS, il faut qu'on creuse aussi ces questions. Si vous prenez la question de l'algorithme aujourd'hui, qui est faite par Siemens pour savoir si on a une maladie ou pas une maladie à travers l'imagerie, vous voyez qu'il y a des vrais problèmes qui se posent, des questions de pouvoir de la connaissance, de contrôle de la connaissance, de légitimité des savoirs. Bref, on est dans un domaine où qui assumera la responsabilité? C'est-à-dire que autrefois le médecin, avec sa compétence, nous donnait le sentiment d'avoir une légitimité et d'avoir une certaine maîtrise sur le parcours, en tous les cas, même si ça s'est atomisé dans sa spécialité. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a également dans ce domaine une dérégulation qui nous rend encore beaucoup plus fragiles par rapport au système qui ne l'était hier. Donc, quel type de régulation? Je dis les choses un petit peu en vrac, parce qu'on essaie de dire qu'est-ce qu'on va mettre dans l'acte de recherche comme questionnement, mais quel type de régulation par rapport à ce que vous voyez en quelque sorte qui se met en place? Parce que je vois beaucoup d'évolutions, beaucoup d'innovations, chaque fois des ruptures, et vraiment pas les réponses adaptées à un accompagnement de ce mouvement. Alors, il y a une partie de votre propos qui est prospectif à nouveau. Donc, moi, je ne sais pas si le médecin va être remplacé par la machine demain. Personnellement, j'y crois pas. Mais bon, ça, c'est un jugement, hein, c'est pas scientifique. Ce que je vois, par contre, c'est que sur ce point, l'intelligence artificielle est quand même plutôt en aide à l'heure actuelle par rapport à l'expertise professionnelle. Et puis on n'est pas... Enfin, il y a un décalage. Ce que je vois par contre, c'est qu'il y a un décalage entre le propos futuriste et la réalité des situations qu'on vit. Moi, enfin, Gustave Roussy, qui est un établissement, mais ce n'est pas le seul, mais qui est très en pointe, quand vous interrogez les oncologues sur l'utilité des diagnostics, des traitements prédictifs, ils sont d'une extrême prudence sur l'emploi de l'information. Ils disent qu'il faut le replacer dans un contexte beaucoup plus général, clinique, social, des caractéristiques de la personne, que c'est une information supplémentaire en aide de leur profession. Donc on n'est pas... La bascule, pour moi, j'y rajouterai un sentiment, mais c'est aussi qu'un ressenti. Il y a un phénomène générationnel, parce que vous avez certains post-docs, par exemple, qui reviennent... Il y en a un, par exemple, qui a fait 1 an à Seattle, qui a partagé son bureau avec... C'est toujours un Coréen du Sud, je ne sais pas pourquoi, qui était toujours en train de faire de l'algorithme et qui a été très impressionné parce que malgré tout, dans les diagnostics et la thérapeutique, il n'était pas si éloigné alors qu'il est une émanation de la grande école de médecine française. Bon. Donc il se dit, il y a quand même quelque chose à... Il n'est pas négatif par rapport à ça. Donc, après, sur votre question qui est effectivement très importante, la régulation, moi je pense, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une question de régulation, je suis incapable de définir très précisément, mais je pense qu'il y a une question, ce ne sera pas la loi. Parce qu'en plus, c'est des systèmes qui d'une certaine façon, par leur mode de diffusion, contournent comme ils veulent la loi et vont beaucoup plus vite que ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas y ait un cadre réglementaire, mais il ne suffira pas. Et je crois qu'il y a une question d'usage, de l'emploi des usages, si vous voulez, et peut-être de systèmes d'accréditation, de labellisation des entreprises qui développent ces techniques, qui pourraient avoir une sorte de perspective. C'est-à-dire, quand je vous dis l'usage excessif de la compagnie d'assurance qui emploie des données personnelles à des fins assez abusives, bon, bah là, il y a un système d'accréditation qui pourrait éventuellement sanctionner ce type d'usage s'il est repéré. Par ailleurs, vous avez des structures qui ont pignon sur rue, qui ont des usages tout à fait vertueux, et qui marchent sur des populations gigantesques. En fait, les gens ont une confiance, si vous voulez, dans le recours à la technologie par ce biais, et donc c'est des usages qui sont reconnus par les personnes. D'ailleurs, au passage, il y aura aussi quand même le consommateur, client, patient, qui portera son jugement lui-même, parce que si vous êtes dans des compagnies d'assurance, par exemple,
ou avec des médecines ou des systèmes d'algorithmes qui dysfonctionnent et que ce n'est pas sanctionné, ça se sera très vite. Donc je pense qu'il y a quand même des contre-feux sur les usages qui vont jouer par rapport à... voilà. Ça va être des objets de discussion, mais regardez, continuez le débat sur les lanceurs de nains. Sur les lanceurs de nains, vous avec toute la réflexion qu'il y a eu au Conseil d'État sur l'interdiction, etc. Je fais ça en comparaison aujourd'hui à ce que vous avez dit avec les assureurs. Effectivement, si demain on vous dit vous êtes vertueux, donc votre prime va baisser. Au nom de quoi vous allez refuser une personne, c'est-à-dire au nom de quel argument, dans un contexte libéral, concurrentiel. D'ailleurs, les compagnies d'assurance, elles sont multinationales souvent. Au nom de quels critères vous allez refuser à une personne de rentrer dans un cercle vertueux, d'ailleurs qui peut lui être bénéfique au niveau de sa santé, et en ayant en plus, comme bénéfice, une prime d'assurance qui va baisser. Je ne vois pas quel est l'argument. C'est là où je dis, comme il n'y a pas véritablement, vous avez parlé de l'assurance en tant que mutualisation, dans l'exemple que vous avez donné de votre fils par rapport à quelqu'un, les assureurs sont convaincus de la chose. C'est qu'il y a des personnes qui ne seront plus assurables, et il y a des personnes qui n'auront plus envie de se faire assurer si on leur dit effectivement qu'ils n'ont aucune raison de l'être. Donc c'est toutes ces raisons, ces causalités ou ces réalités qui vont réguler. Mais je vous posais vraiment la question, où est la régulation? Dans la mesure, on a l'impression qu'on est surpris par des choses qui sont totalement inédites et qui interrogent nos valeurs. Non, vous avez raison. Je voudrais juste rajouter un point, c'est que, parce que ça ne vous a pas échappé qu'il y a un nouveau président des États-Unis, et il a un programme donc, qui remet en cause Obamacare donc, sur l'assurance universelle, et j'étais amené pour des raisons diverses à lire son programme. Et il joue sur un argument, je voulais juste vous le rapporter, parce que vous partez du postulat de la régulation, mais il va peut-être y avoir un argument dans certaines cultures, peut-être pas de démocratie occidentale, mais aux États-Unis ça marche. Il semble-t-il qu'il a beaucoup porté. Les Américains ont dans leur culture le fait qu'ils veulent garder le choix d'être assurés ou pas pour leur santé. C'est la logique contractualiste. Voilà. C'est plutôt l'interprétation regulation versus réglementation. Voilà. Et donc, il pourrait y avoir aussi, si vous voulez, une vision très libérale du choix d'un consommateur qui décide que c'est lui qui dispose de son capital santé, et s'il a envie, enfin je m'excuse d'aller jusqu'au bout de la logique, mais s'il a envie de se détruire, il le fait par lui-même. Donc la notion de régulation en elle-même est un postulat qui peut aussi éventuellement se discuter. Alors, il y avait Armel, ensuite Sabine, et après il faudra, disons, pas trop tarder parce qu'on a 20 minutes de retard par rapport au programme. Moi j'avais un commentaire sur Watson, mais maintenant qu'on en a parlé, c'est bon. Et l'autre partie, c'était l'inadéquation que je vois avec ces nouvelles représentations et les besoins qu'il y a dans certains secteurs de santé, on va dire, assez modernes, comme tout ce qui est troubles neurodéveloppementaux, où ce qui est demandé, c'est d'avoir plutôt des équipes pluridisciplinaires qui rapprochent les généticiens avec les gens qui font de la neuroimagerie et autres, puisque quand on écoute Alain Fischer, il dit que c'est Arnold Munich, il dit que 75% des enfants qui viennent en consultation à Necker ont une maladie génétique et ont des troubles neurodéveloppementaux. Et que du coup, à chaque fois qu'il va avoir un spécialiste, on va dire quelque chose et qu'à aucun moment on a tout le monde autour de la table. Et ça, je ne vois pas comment on le concilie avec une organisation où on éclate et on passe par la médecine personnalisée. Parce que là, au contraire, on a besoin de mettre des gens dans des centres d'intérêt complètement différents et de les mettre autour du même dossier. Ben, c'est intéressant. Alors juste, je ne connais pas dans le domaine que vous évoquez, mais en organisation du travail, finalement, il y a le côté positif qui est la coordination par les échanges à distance. Le côté positif, c'est le fait que ça apporte la possibilité pour des gens qui ne se connaissent pas de partager une visioconférence ou des échanges à distance avec plus de facilité qu'auparavant. Donc de ce point de vue-là, ça aide un peu à ce côté multidisciplinaire. Mais en même temps, moi je suis d'accord, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le démantèlement, c'est qu'il y a des signes qui laissent penser qu'il y a l'autre phénomène en parallèle ou en même temps, de démanteler un petit peu des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble. Et donc ça fait perdre ce que les sociologues appellent le référentiel commun opératoire, cette idée d'avoir des équipes et des habitudes de travailler. Donc, me semble-t-il, il y a un peu les deux phénomènes. Le dernier point en management, c'est qu'on voit bien dans toutes ces questions de coordination, c'est qu'indépendamment ou avec l'outil,
les besoins de maillage à distance, de RCP et autres, au sein d'une structure ou entre structures devient de plus en plus essentiel, quoi. Ça devient un besoin très important. Sabine. Rapidement, pour dire que moi aussi j'ai apprécié bien sûr ton intervention. Dans tous ces sujets, c'est pas mal d'ailleurs à la fin de terminer les présentations. On voit bien qu'on touche à énormément de domaines. Alors moi, du point de vue de l'économie et de l'économie de la santé, c'est vrai que je me disais que ça renvoie beaucoup quand même, bien sûr, aux analyses qu'on doit mener aujourd'hui sur les nouveaux rôles des patients et les nouveaux rôles des médecins, les questions de comportement qui ont fondamentalement changé. C'est pas ce sur quoi je travaille de plus, mais on a des collègues qui travaillent sur le patient aujourd'hui, le rôle du patient aujourd'hui, qui montrent bien d'ailleurs que tout est possible, c'est-à-dire qu'en donnant plus d'informations aux patients, on peut tout changer dans le système. Si je fais un tout petit retour arrière, les économistes de la santé, depuis le début de l'école de la santé, expliquent quand même par le défaut d'information du patient le fait qu'il y ait une intervention d'État. L'asymétrie d'information historique entre le patient ignorant et le médecin sachant était quand même à la base de cette analyse-là du comportement du consommateur qui est malade. Et évidemment, c'est totalement bousculé maintenant avec la progression de l'information, et là-dessus, toutes les lois depuis 2000 sur les droits des malades, effectivement, ont accéléré sans doute le phénomène, et puis aujourd'hui, la numérisation qui permet d'accéder à plein de sites. Ceci dit, quand on regarde ce que nous dit l'économie de l'innovation, pour le coup, quand on fait de l'économie de l'innovation, très vite, on différencie très clairement l'information, qui certes aujourd'hui est de plus en plus abondante, il n'y a aucun doute, de la connaissance, qui est déjà une capacité à traiter l'information. Et c'est pas parce qu'il y a des sites internet qu'il y a de la connaissance, il y a de l'information, mais il n'y a pas nécessairement de connaissance. Et quand on étudie encore un peu plus l'histoire de la médecine et les rapports compliqués qu'ont souvent eu les médecins à la science, donc le savoir à la connaissance, c'est pas si simple, on voit bien aussi qu'il y a la connaissance médicale d'un côté et qu'en plus derrière, il y a la clinique, la pratique, et que c'est encore autre chose. Il y a eu beaucoup de choses décrites sur les médecins qui sont très facilement imbibés de la science et puis des médecins très réticents, voire plus. Je pense à dire au travail des sociologues. Et récemment, Géraldine Blois, sur le généraliste, a écrit coordonné des travaux très intéressants sur la réaction des médecins face au savoir et la façon dont on s'approprie ou pas le savoir scientifique. Donc c'est pas parce que l'information se démultiplie avec le numérique que pour autant le patient devient nécessairement compétent. Alors ça ne veut pas dire que le patient n'est pas de plus en plus expert quand il a une maladie, surtout sur toutes les pathologies longue durée. Un diabétique est très incompétent au début et quand on est diabétique 20 ans plus tard, on devient très expert sur la gestion de sa maladie, sans aucun doute. Au début, on est quand même très incompétent, quand bien même on a une montre connectée, quand bien même on a un capteur, quand bien même on a tout ça. Mais donc, je pense qu'il y a des choses à affiner là-dessus. Et symétriquement, il y a aussi énormément de choses sur l'analyse du médecin et du métier de médecin. Ou quand même, là aussi, quand on regarde dans l'histoire, le médecin a longtemps été en situation de grande concurrence avec d'autres professionnels sur la question de la santé. Puis, si on va vite, l'augmentation les progrès médicaux ont fait qu'il a bien sûr tout d'un coup pris un avantage, mais il n'a pas eu de monopole tout de suite. Tout le 19e siècle, et Didier Tabuteau, on parle toujours très bien avec Monsieur Bovary, tout le 19e siècle, c'est quand même une période de concurrence entre les officiers de santé et les médecins, puisqu'il y a deux niveaux de professionnels de santé, les formations courtes et les formations longues, en gros. Traumatisme inaugural, nous dit Didier Tabuteau. Et qu'en fait c'est simplement à la fin du 19e que le médecin acquiert le monopole. Donc je repensais à ce que nous disait avant ce matin Eric sur le monopole du pharmacien. Moi je m'intéresse beaucoup au monopole du médecin par rapport au savoir et du coup le pouvoir du médecin sur ces questions-là, certes qui est complètement bousculé en ce moment. Et là aussi ça change, effectivement je suis tout à fait d'accord, dans la conclusion ça change fondamentalement la relation entre le professionnel et le patient. Et c'est vraiment là-dessus, sur nos différentes approches, je pense qu'on peut faire quelque chose d'extrêmement intéressant. Grazie.
Merci beaucoup, Sabine. Peut-être encore une question et après, on est obligé d'arrêter. Ah oui, 2 questions, mais rapides avec voilà, les réponses. Donc, je vous laisse le choix de l'ordre. C'était le premier, allez-y. Ok. Donc, oui, j'avais une question. Je pense, enfin, je ne vous ai pas entendu trop aborder les problèmes de constitution en fait de bases de données. Je pense en particulier à la banque de données nationale de données maladies rares, c'est celle que je connais un peu, et un peu la réticence du corps médical face à ces gros mastodontes. Et je pense que ça rebondit un peu sur la question d'avant. On sent peut-être une réticence qui est liée à la perte de maîtrise de l'information par les médecins d'une part, et puis le fait que le corps médical devient un peu un auxiliaire administratif pour remplir ces bases de données, pour les compléter, etc. Est-ce qu'il y a des choses là-dessus Je ne sais pas, comme ça, sur la constitution des bases de données, oui, il y a tout un travail, mais qui ne répond pas tout à fait à votre question sur les enjeux des bases de données médico-administratives et de l'accès aux données SNIRAM. C'est-à-dire qu'il y a toute une réflexion à l'heure actuelle qui est de dire que d'une certaine façon, le débat est peut-être obsolète dans 5-10 ans. C'est-à-dire, avec les données patients, il peut y avoir des constitutions de bases de données et une puissance de feu beaucoup plus importante que ce qu'on collecte par les modes traditionnels. Après, sur le positionnement des médecins par rapport à ces bases de données, je pourrais en parler évidemment, mais j'ai le sentiment que c'est très du ressenti. Je sais pas, il n'y a pas tant d'études que ça. C'est assez amusant, enfin intéressant de vous écouter parce que ça confirme quand même que sur les aspects comportementaux du patient et des médecins, il y a un enjeu très fort à documenter en fait. Parce qu'on entend tellement de choses, si vous voulez, sur ce que les médecins ressentent ou ne ressentent pas. Et il n'y a pas, me semble-t-il, tant de travaux que ça qui essayent de l'étayer un peu plus scientifiquement. Donc je préfère rester prudent. C'est effectivement du témoignage. Je suis association de patients et je vois comment les médecins voilà. réagissent devant cette base de données, par exemple. Sur la base de données maladies rares. Ouais. Ah ouais. Orphanet, c'est ça, ouais. Pardon. C'est mais ça, mais même avant le numérique. C'est-à-dire qu'ils ont tous leur base de données indépendante pour chaque maladie et puis l'idée de tout fédérer, ça leur paraît monstrueux. Mais encore une fois, moi je ne crois pas trop à les schémas. On entend beaucoup de choses sur le médecin qui est le vassal de la machine qui remplit les bases de données. J'ai pas vu beaucoup de cas où c'est une réalité. C'est-à-dire, je vois beaucoup plus de cas à l'heure actuelle où les progrès, si vous voulez, apportés par le numérique sont en aide à l'expertise humaine. Mais est-ce que ça veut dire que c'est ce qui se passera à la fin? Ça, j'en sais rien. Oui, on a l'impression qu'on fait les choses parce qu'on peut les faire. Les choses se font poussées finalement par les promoteurs de ces nouvelles. Et finalement, mais c'était peut-être ton exposé qui a été fait comme ça. On ne voit pas beaucoup les impacts sur la qualité des soins. Ça n'a pas été évoqué. Non, c'est une surprise. À la fin, peut-être que tu vas parler. Non, mais tu as des débats, par exemple, sur l'observance, c'est ce que je suis allé très vite parce que je ne voulais pas être trop long, mais sur la recherche d'évidence et d'évaluation. Il y a beaucoup d'annonces, par exemple l'observance est un thème qui est beaucoup utilisé avec le numérique en disant que le numérique va beaucoup améliorer l'observance avec les piluliers, les suivis à distance. Et après, tu n'as pas beaucoup d'études qui le montrent, tu vois. Et en plus, ces études, ça c'est des sujets qu'on aime bien tous les deux et je sais qu'on a ces sensibilités, sont souvent assez décevantes parce qu'elles expliquent, elles ont beaucoup de défauts, de biais un peu naïfs. C'est-à-dire que soit le design organisationnel au début n'a pas été bien pensé, c'est-à-dire qu'il y a une appli et puis ils s'aperçoivent qu'il y avait un contexte organisationnel, que les médecins se sont mis en opposition et que ça n'a pas marché. Donc ce qui est naïf, parce qu'ils auraient dû anticiper, je trouve. Soit c'est la méthode, c'est-à-dire pour des tailles d'échantillons, soit il y a des effets liés à la méthode du randomisé ou autre, soit c'est du quali mais c'est insuffisant. Donc il y a, je trouve, si tu veux, sur ce sujet, un vrai domaine de recherche évaluative, c'est-à-dire se forger à la fois une doctrine sur les méthodes de recherche et de produire des résultats sur ces sujets de qualité.
Armel, vraiment une considération, mais il faut arrêter parce qu'on a une demi-heure de retard. C'est Vas-y. juste dire Wasting Research, le gaspillage en recherche. C'est tout ce que je veux Qu'est-ce dire. que c'est?